Ce soir, le rapport de la vérificatrice générale, une mauvaise gestion des retards dans la construction des nouveaux navires canadiens. Karen Hogan répond à nos questions. Une autre tuile pour l'armée canadienne aux prises avec de nouvelles allégations d'inconduite envers un haut gradé. Le colonel à la retraite Michel Drapeau analyse ces nouveaux développements. Le sommet Biden-Trudeau, la motion sur le génocide des Ouïghours, la popularité des chefs. On revient sur les dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a présenté son rapport annuel aujourd'hui. 4 principaux sujets sont sous la loupe de la vérificatrice. L'accès difficile des Premières Nations à l'eau potable, la sécurité ferroviaire, les façons d'améliorer l'allocation canadienne pour enfants et les délais dans la construction des navires canadiens. Ce dernier sujet a d'ailleurs rebondi cet après-midi à la Chambre des communes. En plus des dépassements de coûts, la vérificatrice générale déplore aujourd'hui qu'il y a des retards majeurs dans la construction des navires. Elle constate qu'Irving ne livrera pas ses navires avant 2030 et que Seaspan a aussi des retards. Des retards qui vont s'aggraver parce qu'il va y avoir des pénuries de main-d'œuvre dans les 2 chantiers. Bref, bouder le Québec, comme le prônait Pierre-Éliott Trudeau, ça coûte des dizaines de milliards de plus et ça prend des dizaines d'années de plus. Quand le gouvernement va complètement réorganiser sa stratégie navale pour inclure massivement la Davie? Honorable ministre. La réponse, Monsieur le Président, c'est qu'on l'a déjà fait. On n'a pas attendu le Bloc québécois. Ça n'a pas pris le Bloc québécois pour y inclure le chantier Davie. Déjà, pour des milliards de contrats en brise-glace. Déjà, pour la réfection et le redouble de frégates, déjà pour la construction de traversiers. Et évidemment, le 3e chantier, on est en négociation pour y inclure le chantier Davie. Donc, le chantier Davie pourra faire partie de la stratégie nationale de construction nationale et navale, et ce, grâce à ce gouvernement, pas au Bloc québécois. Karen Hogan est la vérificatrice générale du Canada. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour. J'aimerais d'abord vous parler du dossier des retards dans le renouvellement de la flotte navale au Canada. Vous dites que les efforts pour corriger la question par Ottawa n'ont pas toujours été efficaces. Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Alors, dans notre audit sur la stratégie de la construction navale, nous avons regardé si le gouvernement avait géré le contrat d'une façon à s'assurer que les navires soient livrés en temps opportun. Et la livraison a recusé plusieurs retards. Nous avons remarqué qu'ils avaient ils n'ont pas vraiment géré le contrat d'une façon efficace, les échéanciers, les risques, ainsi que l'atteinte cible de les chantiers de navires. Alors, il y avait plusieurs raisons que les retards se sont produits. Oui, vous écrivez aussi dans votre rapport que ça pourrait mettre en péril le renouvellement de la flotte. À quoi on peut s'attendre exactement à cet égard? En effet, le gouvernement a mis en place des mesures provisoires pour s'assurer qu'ils peuvent continuer à répondre aux besoins du pays, mais il reste peu de marge de manœuvre pour d'autres retards. Nous avons vu que le gouvernement a pris des actions durant notre audit en collaborant avec les chantiers de navires pour établir des échéanciers un peu plus réalistes. Et ils ont aussi rajouté un 3e chantier navire. Mais il y a vraiment peu de marge de manœuvre pour plus de retard. Alors, c'est vraiment un suivi accru qui est de besoin maintenant. Sur la question de l'approvisionnement des Premières Nations en eau potable, évidemment, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire des efforts du ministère des services aux Autochtones du Canada dans ce dossier-là, relativement à ces efforts qui ont été faits dans ce sens? Alors, Services et Autochtones Canada ont pris plusieurs démarches pour lever les avis long terme sur la salubrité de l'eau. En effet, durant notre audit, nous avons vu qu'environ une 60aine d'avis de qualité d'eau ont été levés, mais il reste beaucoup de chemin à faire pour trouver des solutions à long terme qui sont durables. Alors, nous avons vu des solutions provisoires, mais des solutions provisoires
histoires font seulement pousser le problème dans le futur. Et alors, c'est vraiment le temps de mettre à jour le mécanisme de financement pour assurer que les Premières Nations ont accès à l'argent qui vont répondre à leurs besoins. Et c'est vraiment trouver une solution à long terme et pas juste des solutions provisoires. Oui, c'est ça, parce que vraiment, comme je le disais, ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. Un mot sur la sécurité ferroviaire, un autre aspect qui est touché de votre examen. Dans votre rapport, vous dites que Transport Canada n'a pas donné suite à toutes vos recommandations sur la surveillance ferroviaire. Vraiment, quand même, c'est pas rien. Vous aviez pourtant proposé des solutions il y a 8 ans. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans ce dossier-là? Alors oui, comme vous avez mentionné, notre audit est un suivi de notre audit en 2013, il y a 8 ans. Nous avons constaté que Transport Canada avait pris des démarches pour répondre à nos recommandations. Ils ont augmenté la quantité d'inspections. Ils ont fait un meilleur suivi sur les mesures correctives prises par les compagnies de chemin de fer. Et ils ont aussi augmenté leurs audits des systèmes de gestion de sécurité dans les compagnies de chemin de fer. Mais ce qui manque, ils n'ont pas été assez loin, et c'est vraiment un élément très clé, c'est de mesurer si toutes les activités qu'ils ont prises ont vraiment eu un impact sur la sécurité des chemins de fer. Mm-hmm. Alors, quand on investit de l'argent et du temps dans tellement d'activités, c'est très important d'être capable de mesurer si cet investissement porte fruit. Oui, parce que, bon, vous dites ça n'a pas été assez loin. Quand on parle quand même d'accidents possibles qui peuvent avoir un impact quand même sur la vie des gens, on pense entre autres à la tragédie du lac Mégantic, vraiment qui a marqué tout le monde. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Ça me préoccupe que ça fait 8 ans depuis notre première série de recommandations et que toutes les actions n'ont pas été prises. Des accidents sur les rails peuvent avoir un impact très significatif sur la vie des humains et sur l'environnement. Alors, c'est vraiment important de s'assurer que on investit le temps dans la bonne façon pour vraiment améliorer la sécurité. Mm-hmm. Parce que c'est important, effectivement, qu'on prenne ça, qu'on assure les suivis. Maintenant, au sujet du programme de l'allocation canadienne pour enfants, il y a quand même des bonnes nouvelles dans votre rapport, il faut le dire. Vous écrivez que l'Agence du revenu du Canada a géré le programme de manière à verser le montant exact des prestations en temps utile à des millions de familles admissibles. Je vous demandais quel a été l'impact de cette bonne gestion-là pour les familles canadiennes? En effet, il y a des milliers de familles au Canada qui se fient sur le programme pour avoir l'argent pour élever leurs enfants. Alors oui, c'est un positif et qu'on peut mentionner que l'Agence de revenus du Canada a bien géré le programme pour s'assurer que les allocations étaient exactes et ont été reçues en temps opportun. Nous avons remarqué, par exemple, des opportunités pour encore renforcer et améliorer le programme, un meilleur échange d'informations entre les agences fédéraux pour s'assurer que les allocations sont basées sur l'information qui est courante. Serait important. Et aussi une opportunité pour améliorer l'information requise pour démontrer l'éligibilité. Alors vraiment, c'est une bonne histoire. L'Agence de revenus a bien fait, mais il y a toujours la possibilité de s'améliorer. Oui, c'est ça. Comme vous le dites, c'est un programme qui a été bien géré, mais qui a toujours place à l'amélioration. Alors, Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci pour vos précisions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Une autre histoire embarrassante pour l'armée canadienne. Le chef d'état-major de la Défense, Art MacDonald, s'est retiré temporairement de ses fonctions alors qu'il fait l'objet d'une enquête sur des allégations d'inconduite. Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, a confirmé que le Service national des enquêtes et des forces canadiennes mène l'investigation, mais sans donner plus de détails. Ça survient alors que les enquêteurs militaires se penchent déjà sur des allégations d'inconduite sexuelle contre le prédécesseur d'Art MacDonald, le général Jonathan Vance. Alors, pour discuter des impacts de ces cas d'allégations, je retrouve le colonel à la retraite et avocat Michel Drapeau. Bonjour, Maître Drapeau.
Bonjour à vous. Bon, pour ce qui est de l'amiral McDonald, celui qui vient de se retirer de ses fonctions temporairement, il y a des médias qui rapportent qu'il se serait livré à des inconduites sexuelles à l'égard d'une jeune subordonnée. Ce serait survenu à bord d'un navire lors d'un exercice militaire en Arctique en 2010. Il a d'ailleurs été commandant de la marine canadienne, il faut le mentionner. Si ça se confirme, tout ça, évidemment, ce serait le deuxième cas d'allégation d'inconduite sexuelle en quelques semaines seulement pour l'armée canadienne et vraiment contre des hauts gradés de l'armée. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point c'est embarrassant, ces deux histoires pour l'armée canadienne. C'est très, très embarrassant et c'est démoralisant pour tous les hommes et les femmes qui servent dans les forces armées présentement et ceux qui ont déjà servi, qui sont fiers de leur service et qui doivent être fiers de leur chef, au fait, et de la chaîne de commandement, et savoir que ces gens-là sont des dirigeants de première classe et des gens, en fait, qui vivent au quotidien selon les ordres, les directives, les valeurs qu'on s'attend de gens de ce rang-là. Alors, voici quelque chose qui est très désappointant. On sait que ce sont seulement des allégations présentement, mais ce sont des gens, en fait, qui ont la direction des forces armées dans toutes sortes de circonstances, plusieurs difficiles, pénibles, certaines à l'extérieur du pays. Alors, c'est un moment embarrassant, démoralisant, certainement pour les forces. C'est pas quelque chose, en fait, qui peut être traité à la légère. Ouais. C'est certain. Et ça va prendre un certain temps avant de récupérer. Vous dites justement, ça ne doit pas être traité à la légère. Il y a 2 enquêtes donc qui sont en cours, une contre l'amiral McDonald qui n'a pas fait de commentaire, l'autre contre le général Vance qui, lui, nie carrément les faits qui lui sont reprochés. C'est l'armée, dans les 2 cas, qui mène les enquêtes. Est-ce que le processus vous semble approprié? Est-ce que ce ne devrait pas plutôt être des enquêtes indépendantes? Absolument. C'est la seule institution que je connais au Canada, au fait, à laquelle le Parlement, puis c'est vraiment tous les pouvoirs résident au Parlement, à laquelle le Parlement, son réflexe lorsqu'il arrive quelque chose aux militaires, c'est qu'on laisse aux militaires la gestion de cette crise-là. Et ils ne font pas tout avec le doigté et la transparence qu'on s'attend des autres institutions. Je prends un exemple, par exemple, les plaintes qui ont été faites comme Madame la gouverneure générale à l'époque, immédiatement, on était chercher quelqu'un avec une certaine connaissance, expertise dans le domaine civil pour faire une enquête et qui a donné des résultats plus ou moins immédiats. Mais dans les forces armées, on se replie, par exemple, sur la police militaire. La police militaire, c'est une police criminelle. La police criminelle n'a absolument rien à faire dans les allégations d'inconduite. C'est un problème de discipline. C'est un problème à laquelle on veut régler. La plupart des professions ont des codes d'éthique et une procédure disciplinaire. Mais il ne s'agit pas, au fait, de demander à une police criminelle qui est habituée là-dedans. Et puis, la seule chose qu'elle veut voir, c'est d'aller chercher des preuves pour amener éventuellement une conviction. Alors, on se prend tout croche et il y a une absence d'indépendance, une absence de transparence. On pense qu'il y a un examen, une enquête qui est faite maintenant contre les allégations faites contre le général Vance. Mais je serais mal pris pour vous dire qui enquête et de quelle façon c'est fait et de quelle façon est-ce qu'on va connaître les tenants et les aboutissants de cette enquête-là. Ouais. Et pour le cas l'admiral McDonald, qui vient tout juste d'être suspendu de ses fonctions, ou c'est suspendu de ses fonctions, c'est pas la police militaire, c'est un organisme tel que, par exemple, un inspecteur général que la plupart des pays, l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis, tellement de pays ont cette personne-là qui normalement se répond au Parlement, une personne qui est complètement à l'externe, les mains libres, qui est capable de faire l'enquête et de rapporter au grand public et au Parlement les résultats. Oui, on regarde peut-être la nécessité d'une enquête indépendante, d'autant plus que dans un rapport déposé en 2015, l'ancienne juge de la Cour suprême, Marie Deschamps, faisait état de l'étendue, en fait, des inconduites sexuelles dans l'armée canadienne. Plusieurs se surprennent de voir qu'on en est encore à ça aujourd'hui. Je vous demanderai en terminant, parce que le temps file, quel est l'impact de ces histoires-là sur la réputation de l'armée canadienne sur la scène internationale? C'est certainement, écoutez, moi, j'ai un journaliste du New York Times qui m'a contacté ce matin et j'ai déjà de la correspondance qui provient de l'extérieur, certaines de mes amis, collègues allemands. Alors, la nouvelle est passée immédiatement à Radio-Canada International. Les gens le savent. On ne peut pas, à l'intérieur de l'Alliance, l'OTAN, par exemple, relever de ses fonctions quelqu'un qui ça fait à peine 2 mois qui est en fonction pour des
quelque chose de semblable, et puis ça fait la manchette, et surtout, ça livre coup sur coup. L'ancien chef de l'état-major, maintenant de nouveau. Alors, ça plane un doute sérieux et corrosif sur la réputation, la valeur même de nos chefs militaires et de l'armée comme institution. Je pense que c'est grave. Oui, ça ternit l'image de l'armée canadienne, selon ce que vous nous dites. Michel Drapeau, colonel à la retraite et avocat, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est maintenant le moment de retrouver Joël Denis, Altia et Conrad pour l'analyse des dossiers chauds de la semaine. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, ça a été une semaine quand même assez chargée à Ottawa, je dirais. Il y a eu le sommet Biden-Trudeau, la motion sur le génocide des Ouïghours, le cafouillage dans les réservations d'hôtels pour les quarantaines. On va revenir sur certains de ces dossiers plus en détail dans un instant. Mais d'abord, Conrad, je vais commencer par vous. De façon générale, je vous demanderais, est-ce que ça a été une bonne semaine ou une mauvaise semaine pour le gouvernement Trudeau? Ça a été une meilleure semaine, je dirais, que les 4 dernières semaines où les retards dans les livraisons des vaccins a vraiment fait mal au gouvernement. Et on voit cette semaine que M. Trudeau a été très content d'annoncer que dans l'accélération dans les livraisons. M. Trudeau semble aussi en très bonne forme, qu'il a vraiment envie de rencontrer les électeurs, je pense, et qu'on voit les annonces qui s'enchaînent dans beaucoup de dossiers. Il y a quand même les cafouillages, comme vous avez dit, dans les réservations. Je crois que c'est un détail, mais dans le big picture. Mais je crois aussi que la motion sur les Ouïghours a mis le gouvernement dans l'embarras mais on va en parler probablement. Oui, dans un instant, oui. Mais il aurait préféré éviter ce piège-là. Oui. Vous dites que le premier ministre a envie, visiblement, de rencontrer les électeurs. Je vais en parler dans un instant avec Joël Denis. Mais Altia, on a aussi marqué cette semaine les 6 mois de l'arrivée d'Erin O'Toole à la tête du Parti conservateur. Je vous demanderais, est-ce que le chef O'Toole a un bon bilan jusqu'à maintenant? Ça dépend à qui vous demandez dans le parti. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce que ils ont cru croire dans la plateforme de M. O'Toole que ça allait être un conservateur très de droite, un conservateur qui allait plaire à l'ouest du Canada. Et puis, depuis qu'il a gagné le leadership, M. O'Toole semble être un conservateur plutôt de la veine centralisatrice. Mais je dis ça en termes de Canada centralisateur et non en termes de fédéralisme. Je veux dire qu'il est plus progressiste. Il avait attaqué M. McCabe pour être en faveur de l'avortement, comme exemple. Puis là, maintenant, il semblerait être beaucoup plus de ce côté-là que du côté des conservateurs sociaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui regardent la convention qui va arriver le mois prochain comme un genre de baromètre. Où est le parti? Je pense que ça a été une belle semaine pour M. O'Toole avec la motion sur les Uyghurs, mais ça a aussi été une semaine où on voit, selon Abbas Rana du Hill Times, qui nous indique qu'il y a beaucoup de gens, de personnalités fortes dans le Parti conservateur qu'ils ont pas gagné leurs élections comme délégués à la Convention. Alors là, on voit vraiment, c'est comme un contrôle pour la base du Parti conservatrice. Ouais. Puis en plus, je dirais, une nouvelle annonce de M. O'Toole qui pose la question, bon, on sait que vous le connaissez pas, ce bonhomme-là, on vous présente encore une fois Erin O'Toole, c'est une annonce en anglais, là, qui le nomme Just Erin. Alors, pas un gars qui cherche les manchettes, un gars qui est comme vous, un père de famille, un gars qui a œuvré dans le milieu des affaires. Mais le fait qu'à 6 mois, M. O'Toole a encore besoin de se présenter démontre qu'il n'a pas vraiment fait son travail durant les 6 derniers mois. Donc, un bilan qui est peut-être pas évident. C'est pas évident que c'est positif après 6 mois. Joël Denis, bon, vous avez écrit dans la presse ce matin sur le plus récent sondage CROP qui démontre qu'une forte majorité de Québécois ne sont pas satisfaits de la gestion de la vaccination par le gouvernement Trudeau. Conrad disait il y a un instant, M. Trudeau a l'air d'avoir envie de rencontrer les électeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit déduire de tout ça, là?
Eh bien, qu'il y a une certaine grogne qui est liée à la campagne de vaccination parce que le gouvernement fédéral est responsable de l'approvisionnement et il y a eu des ratés, ça a fait les manchettes. Donc, évidemment, ça écorche la popularité du gouvernement de Justin Trudeau. Maintenant, si M. Trudeau a envie de convoquer les électeurs aux urnes au printemps, et le printemps, ça va jusqu'au 20 juin, je tiens à le rappeler, M. Trudeau devra d'abord réparer les pots cassés concernant les délais et les retards, la livraison, et ça semble se résorber. Donc, il pourrait y avoir une carte beaucoup plus intéressante à jouer éventuellement. Mais l'appétit des électeurs pour les élections en ce moment est pratiquement pas très élevé. Ouais. À peine 43% seraient prêts à aller en élection au printemps et 57% s'y opposent. Donc, M. Trudeau aura du travail à convaincre les électeurs qu'une élection est justifiée au moment où encore la pandémie fait sévir. Juste un mot, Joël Denis, avant de passer au prochain sujet, parce que le sondage CROP démontre aussi un portrait inquiétant pour le Bloc québécois. Qu'est-ce qui se passe avec le Bloc québécois? Eh bien, j'étais moi-même abasourdi de voir que les appuis du Bloc québécois étaient à seulement 20% dans le sondage CROP. Dans d'autres sondages, il est un peu plus élevé, mais on constate que l'appui au Bloc québécois a baissé depuis les dernières élections, quand il avait reçu 32%. Maintenant, c'est à 20% dans le CROP. Dans d'autres, c'est à autour de 26-28%. Donc, on voit que les électeurs qui ont appuyé le Bloc québécois sont peut-être prêts à regarder autre chose. Et ça explique une chose, c'est qu'en temps de crise, en temps de pandémie, le gouvernement fédéral est vu comme un joueur important et peut-être que ça a convaincu des gens que le rôle du gouvernement fédéral était essentiel durant la pandémie et risque de l'être encore plus pour l'après-pandémie quand on voudra relancer l'économie. Bon. Retour sur le sommet Biden-Trudeau, on en a beaucoup fait état. On a beaucoup parlé de la bonne relation entre les deux hommes, du retour à la normale dans les relations canado-américaines après les années Trump. Conrad, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? C'était une belle opportunité de photo, mais pas plus que ça, parce que il n'y a pas de grande énoncé à faire sur le partenariat nord-américain et que oui, ces deux hommes sont des politiciens qui ont beaucoup en commun sur le plan politique, philosophique et tout cela. Mais M. Biden a un ordre de jour très chargé qui ne comprend pas une nouvelle relation nord-américaine. C'est sûr que sur certains dossiers, comme les changements climatiques, il peut y avoir une coordination de certaines politiques, mais il n'y a pas de partenariat. On ne voit pas comment M. Biden va avoir encore des problèmes avec le Congrès s'il veut faire adopter des mesures plus poussées pour la réduction des gaz à effet de serre. Mais on constate avec ce sommet que le Canada peut compter quand même sur une administration aux États-Unis qui, avec une ligne ouverte, et qu'il n'y a plus cette crainte de offusquer le président en place de quelque manière que ce soit, que ils savent qu'ils ont une alliée et que ça pourrait être un atout n'importe quand, mais surtout lors des élections. Althia, il faut accélérer. Plusieurs estiment que la seule retombée concrète de cette rencontre, c'est l'engagement du président Biden d'aider le Canada à ramener les deux Michael au pays. Est-ce que vous avez vu des retombées concrètes, vous, de ce sommet? En fait, moi, je dirais à l'opposé. Je dirais qu'il n'y avait presque pas, sur ce sujet-là, il n'y avait rien vraiment de concret. Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères, a mentionné à CBC cette semaine qu'ils n'avaient pas parlé de rien de spécifique en termes des deux Michaels. Alors, le gouvernement Trudeau, le premier ministre, n'a pas fait de demande auprès du président Biden pour les aider soit à régler le dossier de Meng Wanzhou ou de faire quoi que ce soit autre que de se prononcer en disant que les deux Michaels ne devraient pas être emprisonnés comme ça en Chine. En fait, moi, je suis un petit peu en désaccord avec Conrad. Je pense qu'en fait, le communiqué il y avait pas mal de choses là-dessus. C'est très clair que sur les changements climatiques, M. Biden a une vision très claire. C'est la même vision que M. Trudeau. Il semble avoir beaucoup d'enjeux avec lesquels les deux pourraient travailler étroitement. On le voit déjà en termes de coopération. Les ministres des Transports se sont rencontrés. M. Garneau rencontre son homologue encore demain, vendredi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entrejeux, mais ça a été important. Qu'est-ce qui manquait dans la rencontre? On n'a pas mentionné les prévisions Buy American.
On n'a pas fait de demande auprès des 2 Michaels. On n'a pas parlé des vaccins provenant du Michigan. Ça, c'est quand même intéressant à souligner. Oui, Joël Denis, pas un mot non plus sur le programme Buy America. Non, effectivement. Et ça a été traité, mais rapidement. Et je pense qu'on a fait comprendre au gouvernement de Joe Biden que les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées que si on décide d'imposer des politiques protectionnistes, ça risque de faire davantage mal aux Américains qu'aux Canadiens. Donc, la discussion est commencée, mais le plan de M. Biden n'a pas encore été annoncé concrètement et présenté au Congrès. Donc, ça va être un travail à venir. Mais je vous dirais rapidement, Esther, que je pense que sur le plan de la lutte au changement climatique, les 2 gouvernements vont travailler main dans la main. Et ça va changer les choses parce que le gouvernement Trudeau se voit maintenant forcé d'augmenter la cadence pour lutter contre les changements climatiques. Et on va avoir de nouvelles cibles en matière de réduction des GES à partir du mois d'avril. Donc, ça bouscule un peu le gouvernement Trudeau qui doit en faire plus. C'était facile quand Donald Trump était à Washington de paraître bien. Maintenant, avec Joe Biden à Washington, il faut hausser la cadence pour se mesurer à ce que va faire l'administration de Joe Biden. Il me reste quasiment plus de temps pour parler de la motion des conservateurs sur le génocide des Ouïghours. Bon, c'est qu'on peut tout le monde à noter cette situation quand même inusitée. Le premier ministre Trudeau et son cabinet, les ministres du gouvernement se sont abstenus de voter. C'est du jamais vu, semble-t-il, aux communes. Conrad, pourquoi cette stratégie, selon vous, du gouvernement Trudeau? Bien, honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie pour le gouvernement sur ce dossier-là parce qu'on voit que, mais on n'est pas les États-Unis, on ne peut pas déclarer. C'est pas banal de déclarer que notre pays commet un génocide. Ça se fait pas souvent, et même si l'opinion publique au Canada est pas très chaud au régime chinois actuellement, on n'est pas les États-Unis, on n'a pas ce pouvoir de déclarer sur la place publique des choses comme ça. Même la France, là, en France, on parle pas de génocide. Jean-Yves Drillon hier a parlé de répression institutionnalisée. Donc, c'est une situation très difficile. Je suis pas sûr que si les conservateurs étaient au pouvoir, ils auraient appuyé la motion. Oui, c'est une situation extrêmement délicate. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Altia, Joël Denis, je vais vous donner plus de temps à notre prochaine rencontre. Alors, Joël Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Un mot en terminant pour vous dire que Québec recevra quelques 70 000 doses de vaccins contre la COVID d'ici la fin du mois de mars. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé. 300 000 doses de la compagnie Moderna viendront en effet s'ajouter aux 400 000 déjà prévues de Pfizer. Cela dit, plus de 70 000 personnes de plus de 85 ans s'étaient déjà inscrites pour obtenir leur vaccin contre la COVID en date d'aujourd'hui à midi. Et puis, autre annonce du gouvernement, les pharmaciens de la province se joindront à l'effort de vaccination au cours de l'été. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 25 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.